On aurait pu faire ça devant le Snapchat quoi, je crois. Un mec chelou. Une dame chelou. Ouais. De Green Euro de. Ah merde, si c'était Green Euro. Ah, c'est le ballot. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout là. On rencontrait de A. 1, 2, 3, 2. C'est con, c'était bien le début. Bonjour et bienvenue sur naviermark.fr pour cette seconde quotidienne. Aujourd'hui a été l'occasion de revoir Andy Deagle et Joke, deux compères de longue date qui ont déjà sorti Losers et Snapshot chez Urban Comics et qui reviennent aujourd'hui avec le succès de la série télé Euro et le succès de la série des New 52 de Jeff Lemire avec leur grand classique qu'ils vont vous présenter, Green Euro année 1. Well, I guess it started off when I've been working for Vertigo for a little while, but I hadn't done any superhero work, and I was very aware that superheroes is like a huge part of the American comics market, and I wanted to write something that people, for those fans, that they would actually pick up. But I didn't grow up reading superhero comics. It's not the kind of thing that I was necessarily into, and so I wanted to try and find a character that was already popular that I could actually bring my own version, my own take, like a new angle. And I remember looking through a DC encyclopedia, trying to find a character that I felt like I could bring something to the table. And most of them I wouldn't know what to do with. I wouldn't know how to write Wonder Woman or Green Lantern or something like this. But when I saw Green Arrow, it was there was an image of Mike Grell's Longbow Hunters story, where I had the Green Arrow wearing the hood instead of the little cap with a feather in it, which I always thought looked ridiculous. And I just remember thinking that visual, that Mike Grell visual, that's something I could do something with. And it just had a paragraph describing his origin story. And I thought, I don't remember having read that. I don't know if somebody done that. Somebody must have done that, right? It seems so obvious. And then there'd been different versions done in flashbacks and stuff, but nobody had ever done a full book of that origin. And I just thought that that's something I could do the kind of thing I like to do, which is the kind of gritty action thing, but with no superpowers, no costumes, and none of that stuff that I don't like. I can just do my thing. And yeah, I was pleasantly surprised when DC went for it. When I pitched it, I literally had never read a Green Arrow comic in my life. Have you seen any of Jeff's stuff? Yeah, Jeff Lemire's been doing. I read his first issue. It's good fun. And it kind of there's elements of the island. You can see Year One and you can see Hawkeye in there. Would we do it? I don't know. Yeah, people often ask if we want to do Year 2. And I always say that for me, I kind of, once it becomes a superhero, is less interesting to me, because the character doesn't change anymore. But this story is about him changing from being basically an asshole to becoming a hero. Yeah. But once he's become a hero, then he just stays a hero for the rest of his life. And that when there's no change, that's less interesting. Yeah. 30 ans après ses débuts, Jean-Marc Rochette, dessinateur de transpersonnage, nous parle de sa BD, du film de Byung Joon-ho, réalisateur coréen de The Host et Mother de Pure Film, ainsi que de quelques petites surprises qu'il a réservées rien que pour nous. C'est un cas d'école, me dit Casterman, c'est-à-dire qu'il s'est vendu, on doit en être à 20 000 là, qui est énorme pour un livre de cette qualité et de cette difficulté de lecture. C'est quand même pas un truc très facile à lire. C'est inimaginable. Et moi, je pense que c'est grâce à la qualité du livre lui-même, le poids du livre. On a un vrai livre, on prend du temps pour le lire, il faut 3-5 heures. Je pense que les gens ont besoin, ils veulent bien mettre 30 € s'ils ont un bel objet qu'ils savent qu'ils vont garder toute leur vie, quoi. Mais enfin, à une telle vente, c'est complètement incroyable, quoi. Le film, c'est des acteurs, quoi. Ils sont tous exceptionnels. Et je trouve que c'est un coup de poing, quoi. On est voilà, quoi. La fin aussi. Ah, la fin, je sais pas disons que la fin, c'est pas ce que je préfère, mais c'est un happy end un peu cynique. Hein. On se demande, il y a une espèce de clin d'œil. Je pense qu'aussi la fin, la fin, c'est ce qui a été tourné au début. C'est-à-dire que toute la scène extérieure, c'est ce qu'ils ont tourné en premier. Et je pense qu'il y a une forme
peut-être qu'il était moins dans le... Vous voyez, par exemple, on disait en bande dessinée qu'il fallait commencer à la 15e page, une bande dessinée, pas la commencer au début. Parce qu'au début, on est un peu timide dans le dessin, et ça se voit, on voit la progression du dessin. Alors si on commence à la 15e, comme le lecteur est en pleine lecture, il ne va pas trop faire attention à cette espèce de moment un peu de début, quoi. Et la paupérisation, elle est nette, hein. C'est-à-dire c'est un métier, je vais utiliser un terme assez fort, mais c'est un métier de misère. Moi, si j'avais un fils ou une fille qui me dit je vais faire de la bande dessinée, je serais très très inquiète, parce que je saurais pas où est sa marge de manœuvre pour gagner sa vie. À l'époque, on travaillait dans des... Il faut dire que la bande dessinée, au départ, c'est pas du roman. Au départ, c'est du feuilleton, c'est du magazine. Donc on travaillait dans des magazines et on était payé à la planche avec des salaires. Et puis l'album arrivait en finale et il marchait ou il marchait pas. Maintenant, on se retrouve dans un système où tu gagnes ta vie en vendant des livres. Bon, très difficile, et moi je conseille, j'ai pas de conseils à donner, mais je pense que, alors, curieusement, si on doit se lancer dans cette optique de travail, c'est-à-dire du roman, alors à ce moment-là, il faut que les bandes dessinées deviennent comme des romans, c'est-à-dire des livres très ambitieux, très complexes, très longs, avec un temps de lecture très long, avec un prix beaucoup plus important. Il faut monter la qualité du travail, quoi. C'est-à-dire qu'on ait des vrais romanciers, qu'on ait des Tolstoï ou des Céline, mais véritablement. Et pour l'instant, on les a pas. C'est-à-dire, je trouve que c'est une métier qui a encore le cul entre deux chaises. Et un grand roman, c'est 3-4 ans de travail. Objectivement, peinture pour moi, parce que c'est j'ai bientôt 60 ans, et c'est une chose qui est plus proche de côté contemplatif. Et aussi, d'une manière purement commerciale, on peut imaginer faire 10 tableaux par an et avoir 10 clients qui achèteront 10 tableaux. Je ne sais pas si j'aurai 30 000 lecteurs. Donc je pense que j'ai plus d'intérêt à faire ça. Et en plus, je pense que... Voilà. Par contre, je pense qu'on travaille sur la suite du Transperce-Neige. Et que sur un support comme ça, très connu, et si l'histoire justement est au niveau dont on parlait, je veux bien me relancer sur une dernière bande dessinée pour le Transperce-Neige. Voilà. Après nous avoir confirmé qu'il n'y aurait pas 2 tomes de Black Sad en 2016, cette série qui est un véritable carton en librairie, les 2 auteurs, Diaz Canales et Juan Garrido, sont revenus sur une affaire qui est un peu moins connue, l'adaptation cinématographique de celle-ci, ainsi que sur la situation des auteurs de BD actuellement. En tout cas, bon, il y a déjà un producteur français qui a acheté les droits d'adaptation, mais ce n'était pas un anime, c'est plutôt un film réel. Et en tout cas, c'est pas à nous de décider. Les droits c'est les producteurs et c'est à lui de trouver un budget, un réalisateur et faire les projets. Mais ça vous plaît que Black Sad arrive au cinéma? Ça dépend finalement du projet. Parce que si le projet c'est bien fichu, s'il y a un bon scénario et tout ça, pourquoi pas. De mon côté, c'est un peu compliqué de suivre parce que j'habite encore en Espagne. De toute façon, je pense qu'il faut toujours être attentif parce que il y a toujours des changements importants, voir les numériques, voilà. Donc, bon, je suis avec un peu de curiosité et puis chaque fois qu'on doit signer un contrat, on se pose tout le monde les mêmes questions, donc les nouvelles questions. Donc, bon. Moi je me dis que le sujet est trop complexe pour le résumer en une réponse, en une réaction, en quelques réflexions, parce qu'il y a énormément d'éléments. Déjà, il y a le phénomène de la digitalisation du patrimoine culturel et de l'accès au numérique gratuitement via piratage par tout le monde, qui remet en question un peu la nature même des droits d'auteur. Et pourtant on voit beaucoup d'auteurs qui semblent être en faveur de cette libéralisation totale, accessibilité totale à l'œuvre
des auteurs, qui me semble un peu incongru. D'un autre côté, on est au début de la sortie d'une époque de surproduction en bande dessinée qui a fait que un nombre peut-être excessif d'auteurs, enfin pas d'auteurs ou de créateurs pouvaient avoir un revenu basé sur la BD, mais le marché ne suit plus, le public ne suit plus, il y a une crise économique. Et en même temps, effectivement, cette crise elle-même, c'est indéniable, a amené à une paupérisation de ces collectifs et à une réduction, à des propositions, à des conditions de contrat beaucoup moins bonnes qu'auparavant, parfois même frôlant l'inacceptable. Et tout ça, mais c'est très complexe de résumer ça. Disons que il y en a. C'est difficile de le résumer comme ça. Je pense que c'est quelques pistes que je viens de lancer. C'est juste un début d'analyse du problème. Mais effectivement, c'est pas un bon moment. Et en gros, ça vient avec la crise économique. Généralement, tout ce qui est métier et tout ce qui est le loisir et la culture en pâtit en premier. L'arrivée de Marvel No en VF a été l'occasion pour Panini Comics de nous proposer ce qu'on attendait depuis longtemps, des rééditions en librairie des arcs récents de kiosque, avec les 2 premiers tomes présentés ici en exclusivité par Jérémy Manès, un pilier de Panini Comics et un traducteur de folie, qui nous présente Uncanny Avengers et Superior Spider-Man tome 1. Donc on va lancer Marvel Now en librairie en mars prochain, et là exceptionnellement sur le stand à Angoulême, on a les 2 premiers volumes qui sont arrivés. Donc en grosse avant-première de 2 mois, on a Uncanny Avengers et Superior Spider-Man. Donc pour resituer les séries Marvel Now, c'est la relance des séries Marvel avec des nouvelles équipes vraiment prestigieuses et des nouveaux concepts et surtout des points d'entrée très accessibles pour les nouveaux lecteurs et pour les anciens qui seraient partis ou même qui sont encore là. Enfin, c'est vraiment un produit qui s'adresse à tout le monde, qui était en kiosque depuis juillet dernier. La bande dessinée d'Angoulême va fermer ses portes dans 20 minutes. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Et International Comic Festival of Angoulême will close his doors in 20 minutes. Enjoy your night. Et voilà, on a sorti ces séries en librairie plus vite que ce qu'on fait d'habitude parce que c'est vraiment le renouveau de toute la gamme Marvel et que c'est important qu'elle soit disponible le plus vite possible. On a fait une nouvelle collection, donc des albums cartonnés, pagination entre 140 et 160 pages selon les cas, à moins de 15 €. Et on va avoir 3 à 4 vagues dans le courant de 2014 avec les plus grosses séries Marvel Now qui sont les grosses franchises des héros qu'on a vus au cinéma avec vraiment Uncanny Avengers qui est un peu à mi-chemin entre Avengers et X-Men, c'est-à-dire que c'est une équipe qui contient à la fois des Avengers et des X-Men avec Rick Remender et John Cassaday, c'est un peu l'incontournable, le premier incontournable de la série. Et puis Superior Spider-Man de Dan Slott, Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli, qui montre ce qui se passe quand le Docteur Octopus prend possession du corps de Peter Parker et essaye d'être un meilleur Spider-Man que lui. Et on va avoir dans la première vague de lancement également All New X-Men de Bendis et Immonen et Captain America évidemment puisque de Remender et Romita Jr. puisque la première vague va sortir exactement au moment de la sortie du film Captain America 2 qui s'annonce très fort. Voilà, et c'est vraiment une nouvelle collection à laquelle on croit beaucoup. C'est une expression qui est un peu galvaudée, mais là je crois que c'est vrai, c'est pour Marvel un peu l'événement du siècle. C'est vraiment la plus grosse relance qu'ils aient fait sur autant de séries à la fois depuis le début du siècle. Et voilà, c'est vraiment des albums qu'on va essayer de mettre dans le plus de mains possible. On a les libraires qui sont avec nous, qui vont avoir des mises en place conséquentes. On sent que déjà
à 2 mois qu'il y a un gros intérêt pour la collection. Ici, on le sent par rapport aux gens qui viennent visiter le stand. Ça fait longtemps qu'on nous demande de rétrécir les délais de parution de librairie. Ça paraissait les séries idéales pour essayer ça. Et puis en plus, voilà, c'est des albums qui sont complétés par des bonus, toutes les couvertures alternatives, des choses comme ça. Sur le Spider-Man, par exemple, on finit l'album avec une petite frise avec toutes les couvertures des 700 Amazing Spider-Man qu'on précédé. Donc c'est rigolo. Et puis et voilà, et puis c'est quand même très accessible parce que moins de 15 € pour du cartonné, etc. On va passer à tous les jours. Hier soir avait lieu la soirée Révélation Blog. C'est Armaz qui a gagné. Pendant cette soirée ont également été annoncé qu'il n'y aurait pas de Festiblog cette année. La 10e édition aura lieu en 2015. Mais ils ont promis quelque chose d'énorme. Et pendant la soirée a été également annoncé le lancement du premier concours de création numérique dont on vous parlera très vite sur 9e art. Donc puisqu'au Festival d'Angoulême il y a aussi du manga, nous en avons profité pour rencontrer Atsushi Kaneko qui vient de sortir Wet Moon chez Casterman. On l'a un petit peu interrogé sur ses secrets de création et ses influences. Donc cette histoire raconte la vie d'un homme qui perd pied petit à petit et qui n'arrive plus à distinguer la réalité du délire. En fait, lui-même ne sait pas si ce qu'il voit est vrai ou complètement le produit de son esprit dérangé. J'ai voulu en fait que le lecteur ressente une espèce de désarroi, pas de désarroi, de perte de repère en fait du personnage principal. Donc toute l'histoire est racontée de son point de vue. J'ai pensé dès le début, je voulais vraiment rendre cette atmosphère très sombre et j'ai eu l'idée de choisir la période des années 60 pour aussi pouvoir parler d'une ville, une espèce de ville artificielle. Également, cette série est un espèce d'hommage au film noir, qu'on appelle les films noirs. Et du coup, le thème est venu aussi un peu par le dessin, tout s'est recoupé en fait. En fait, je me suis surtout inspiré d'une série de films qui ont été produits par la Nikkatsu, une société de production japonaise, dans les années 60, qui ont fait des films noirs, des films policiers à la japonaise. Donc il y a un côté un peu, pas pastiche, mais un petit côté un peu différent du film noir. Je ne lis vraiment pas de manga, donc toutes mes influences viennent vraiment du cinéma. Quant aux comics américains, c'est surtout les illustrateurs de ce qu'on appelle le lowbrow art qui m'ont beaucoup influencé, donc des gens comme Coop, comme Robert Williams ou Mitch O'Connell. Et le rock, le punk et puis la musique des années 60 sont des choses qui m'ont beaucoup influencé et dont je m'inspire en fait quand je fais le découpage de mes planches. Voilà, donc c'est tout pour la deuxième quotidienne de 9art.fr à Angoulême et on se retrouve demain pour une journée encore plus pluvieuse, encore plus occupée, encore plus de contenu. Donc à demain tout le monde, salut! Oh.